Elle a dit que ce serait pire pour moi de ne pas avancer. J'entends la voix de mon frère dire « Jenny, arrête !» Il serait en colère contre moi pour avoir abandonné ou pour tout ce que ma mère nous a appris. Elle nous a préparés. Elle disait « Vous savez, je ne serai pas toujours là et je veux que vous y parveniez tous. » Elle disait toujours « Sans famille, tu n'as rien. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ta famille. » Quand je fais cela, je sais que je rends ma mère heureuse. Quant à mon neveu, la Julian D. King Gift Foundation, leur association caritative, est venu de là-bas parce qu'il était fort et très intelligent. Par conséquent, cela vous pousse à vivre d'une manière qui les honore. Sans oublier, Dieu merci, j'ai un enfant pour qui vivre. Cela ne veut pas dire que Hudson n'est pas toujours en deuil. Bien sûr, tu es toujours triste, a-t-elle partagé, mais j'y reviendrai. Que dirait ma mère? Que ferait-elle? Elle reste également proche de sa sœur Julia, qui vit à proximité dans une maison achetée par la chanteuse et actrice dans sa ville natale de Chicago. Hudson a décrit ses frères et sœurs comme des chauffeurs d'autobus scolaires dotés d'une personnalité. Hudson a également partagé que son défunt père, chauffeur de bus Greyhound, était père de 27 enfants. Même si elle n'a pas rencontré tous ses frères et sœurs, elle en connaît certains. Oh oui, dit-elle. 11 filles, 16 garçons. Je suis le plus jeune, ou du moins depuis 2 ou 3 ans, et cela a toujours été mon rêve car j'aime la famille et d'avoir une immense table avec tous mes frères et sœurs. Imaginez l'immense table. Cependant, dans un épisode de 2020 du prochain chapitre d'Oprah, Hudson a révélé qu'elle avait pardonné à l'homme reconnu coupable d'avoir détruit sa famille. Le lauréat d'un Oscar et d'un Grammy se souvient avoir vu Balfour dans la salle d'audience pendant le procès. « Ça m'a donné la chair de poule », dit-elle. Dans les jours qui ont suivi, cette énergie négative s'est transformée en un sentiment de soulagement lorsqu'il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de même. Au premier degré, maintenant que Balfour a été condamné à 3 peines consécutives à perpétuité, Hudson dit qu'elle lui pardonne. Dans l'ensemble, ce n'était pas de sa faute, a déclaré Hudson. C'est comme ce qu'on lui a appris et comment il a été élevé. Nous avons essayé d'offrir de l'amour. Il était si loin qu'il ne pouvait même pas le voir. Il n'a jamais eu de chance. Quant aux effets de l'inanimité, 4 ans plus tard, Hudson affirme que de nombreux chocs y sont associés. Par exemple, qui dois-je pleurer en premier ou par qui dois-je commencer? Bien sûr, je penserai à ma mère, car c'est ma mère. Je pense beaucoup à elle. Ensuite, je pense à Julien ou à mon frère. Il y a des moments où il n'y a que des fragments. Hudson a admis qu'elle n'avait pas visité la tombe des membres de sa famille assassinés depuis leurs funérailles. Maintenant, je veux partir parce que j'ai l'impression que nous avons accompli cela. Nous l'avons fait. Nous avons justice pour vous. Je ne peux pas revenir ici les mains vides. Je suis revenu avec justice. Cependant, c'était étrange pour les fans car la plupart d'entre eux ne comprenaient pas pourquoi elle pardonnait si vite et laissait partir quelqu'un qui laissait sa famille vivre. Les rumeurs de sociétés secrètes et de pratiques occultes tourmentent depuis longtemps l'industrie du divertissement. L'ascension rapide de Hudson vers la gloire et le moment tragique de la mort de Saté. Famille ont conduit certains théoriciens du complot à la lier aux soi-disant Illuminati, suggérant qu'elle a conclu un pacte de sacrifice. Ils affirment que leur succès a coûté la vie à leur famille et soulignent la sinistre séquence des événements. En comparaison, après la mort des membres de sa famille, Hudson a pris du temps loin des yeux du public pour faire son deuil et guérir. Son retour a été marqué par une interprétation profondément émouvante de l'hymne national lors du Super Bowl 2009, qui était sa première apparition publique depuis la tragédie. Cette performance témoigne non seulement de ses prouesses vocales, mais également de sa résilience et de sa capacité à canaliser ses émotions dans son art. Elle a continué à sortir des albums à succès, notamment I Remember Me et J.H., démontrant sa polyvalence et sa croissance en tant qu'artiste. La musique de Hudson reflète souvent son parcours personnel avec des thèmes d'amour, de perte et d'autonomisation. Sa voix puissante et sa profondeur émotionnelle lui ont valu une place parmi les chanteuses les plus respectées de sa génération. Au-delà de la musique, Hudson a fait des progrès significatifs dans le domaine du théâtre et de la télévision. Elle est apparue dans plusieurs films, dont Sex and the City, La vie secrète des abeilles et la comédie musicale Cats acclamée par la critique. Dans chaque rôle, elle a démontré sa capacité à transmettre des émotions complexes et à se connecter avec le public.
Hudson a également connu le succès à la télévision, rejoignant le panel de coaching de The Voice au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sa présence charismatique et son mentorat perspicace l'ont fait aimer des participants et des téléspectateurs. De plus, en 2021, elle a incarné la légendaire Aretha Franklin dans le biopic Respect, un rôle qui a été largement acclamé et a encore consolidé son statut d'interprète polyvalente et talentueuse. Quoi qu'il en soit, Jennifer Hudson n'est pas la première artiste à connaître le succès à la suite d'une telle tragédie. Prenez A$AP Rocky par exemple. Né Rackham Meyers, A$AP Rocky est devenu une figure majeure du hip-hop, connu pour son style unique, sa musique innovante et sa personnalité charismatique. Cependant, son chemin vers le sommet de l'industrie musicale a été entaché par une série de pertes dévastatrices, chacune survenant étrangement à l'approche de la sortie de ses albums les plus importants. La première défaite majeure de Rocky a eu lieu en 2012, alors que sa carrière commençait à décoller. Après avoir signé un contrat d'enregistrement avec Sony Music et préparé la sortie de son premier album studio, Long Live A$AP, il a été confronté à la mort de son père, Adrian Meyers. Cet événement tragique s'est produit quelques mois seulement avant la sortie de l'album et a jeté une ombre sur ce qui aurait dû être une étape purement festive dans sa vie. Malgré le chagrin, Rocky a réussi à canaliser son chagrin dans sa musique, utilisant le souvenir de son père comme source d'inspiration et de force. En janvier 2015, Rocky a subi un autre coup déchirant. Son meilleur ami et mentor A$AP Yams est décédé subitement. Yams, de son vrai nom, Steven Rodriguez, était cofondateur d'A$AP Mafia et a joué un rôle crucial dans l'élaboration de la carrière de Rocky et du son distinctif du groupe. Sa mort est survenue 4 mois seulement avant la sortie du deuxième album de Rocky. At long last, A$AP. La perte de Yams n'a pas seulement été une tragédie personnelle pour Rocky, mais aussi un coup dévastateur pour l'ensemble de la communauté hip-hop, qui a pleuré la perte d'un talent visionnaire. Dans des interviews, Rocky a souvent parlé de la profonde influence de Yams sur sa vie et sa carrière, soulignant le lien profond qui les unissait. La série de tragédies s'est poursuivie en 2018, lorsque Rocky a perdu sa demi-sœur peu avant la sortie de son 3e album studio Testing. Cette perte a ajouté une autre couche de tristesse à son cœur déjà lourd. Rocky a exprimé sa conviction qu'il existe un lien étrange, presque fatidique, entre ses pertes personnelles et le moment choisi pour la sortie de son album. Il a déclaré à Genius que chaque fois qu'il s'apprêtait à dévoiler un nouveau projet, il perdait un être cher. Le fait que personne ne sache avec certitude si ces célébrités ont sacrifié leurs proches ne veut pas dire que cela n'arrive pas à Hollywood. Cependant, jusqu'à ce que nous ayons des preuves concrètes, les fans ne peuvent que continuer à spéculer. À Chicago, Julian aurait eu 11 ans aujourd'hui. Mais en tout où, il a été assassiné en même temps que la mère de Jennifer Hudson. Lui as-tu pardonné? Oui. Nous avons essayé d'offrir de l'amour. Quand j'ai vu l'audition pour cette partie du film, j'ai vu une profondeur, une portée et une âme qui sont vraiment au plus haut niveau. Certains d'entre nous sont contre les Illuminati et nous sommes contre les Illuminati à notre propre détriment. Lorsque les gens sont contre les Illuminati, ils reçoivent constamment des coups de poing au visage. Cat Williams, qui fait actuellement la une des journaux pour avoir potentiellement dénoncé des personnalités influentes à Hollywood, a une fois de plus souligné comment ces personnalités éminentes se donneraient la peine de sacrifier leurs proches pour la gloire. Jennifer Hudson est une personne en particulier qui a retenu l'attention. J'ai l'impression que nous avons un nouveau départ et c'est magnifique. Nous sommes toujours bénis et avons subi notre perte. Le 24 octobre 2008, le paisible quartier d'Englewood, dans le sud de Chicago, a été secoué par la découverte de 3 hideuses créatures non vivantes. Les victimes étaient la mère de Jennifer Hudson, Darnell Donnerson, son frère Jason Hudson et son neveu Julian King. Darnell Donnerson et Jason Hudson ont été retrouvés abattus à leur domicile. Le corps de Julian King, 7 ans, a été retrouvé 3 jours plus tard, le 27 octobre, dans un véhicule abandonné. Lui aussi avait été abattu. La découverte de ces crimes a été initiée par la sœur de Hudson, Julia Hudson, qui a retrouvé les corps de sa mère et de son frère. Lorsqu'elle a réalisé que son fils Julian avait disparu, une alerte Amber a été émise, déclenchant une recherche à grande échelle. Malheureusement,
Ses recherches se sont soldées par une tragédie avec la découverte du corps de Julian, ajoutant encore une couche de chagrin à la famille Hudson déjà dévastée. L'enquête sur les non-vivants s'est rapidement concentrée sur William Balfour, l'ex-mari de Julia Hudson. Balfour avait des antécédents de violence et avait déjà menacé la famille Hudson. Sa relation avec Julia fut mouvementée, marquée par de fréquentes disputes et une séparation. Malgré ses signes avant-coureurs, la véritable étendue de ses capacités violentes est devenue effrayante à la suite des Unlives. Balfour a été arrêté le 24 octobre, le jour même où les corps de Donnerson et Jason Hudson ont été découverts. Initialement, Balfour a été détenu pour violation des conditions de probation, mais n'a pas été immédiatement inculpé des accusations de non-vie, les enquêteurs s'efforçant de rassembler suffisamment de preuves. Ces empreintes digitales ont été trouvées sur le véhicule dans lequel le corps de Julian King a été retrouvé. Et la balistique a fait correspondre l'arme utilisée lors de la fusillade des morts vivants à une arme liée à Balfour. En décembre 2008, William Balfour a été officiellement inculpé de 3 chefs d'accusation de premier degré M et d'un chef d'accusation d'intrusion. La thèse de l'accusation reposait en grande partie sur des preuves matérielles et des déclarations de témoins qui plaçaient Balfour sur les lieux du crime et le liaient aux non-vivants. Le procès de William Balfour a débuté en avril 2012, près de 4 ans après sa mort. Au cours du procès, l'accusation a dépeint Balfour comme une personne jalouse et vengeresse qui ne pouvait pas accepter la décision de Julia Hudson de le quitter. Ils ont fait valoir que ses actions étaient fondées sur une combinaison de méchanceté et de possessivité. Parmi les principales preuves présentées au procès figuraient les témoignages de voisins, qui avaient entendu des coups de feu et vu Balfour à la résidence de Hudson au moment des morts. En outre, les enregistrements de téléphones portables et les images de surveillance ont encore incriminé Balfour. Cependant, la défense a tenté de contester la thèse de l'accusation en arguant que les preuves étaient circonstancielles et qu'il y avait d'autres suspects possibles. Jennifer Hudson a comparu à la barre lors du procès et a fourni un témoignage convaincant. Elle a parlé de la dernière fois qu'elle a vu sa famille et a décrit sa relation avec Balfour. Son témoignage émouvant a souligné la perte personnelle qu'elle a subie et a illustré l'impact profond des manques de vie sur sa vie. Les Holden May 2012, après 3 jours de délibération, le jury a déclaré William Balfour coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant ainsi qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Le verdict a rendu une certaine justice à la famille Hudson, mais il n'a jamais complètement pansé les blessures laissées par cette perte dévastatrice. La perte des membres de la famille de Jennifer Hudson a eu un impact profond et durable sur sa vie et sa carrière. Au moment de la tragédie, Hudson était au sommet de son succès, ayant récemment remporté un Oscar pour son rôle dans Dreamgirls et étant acclamée par la critique en tant que chanteuse. La perte soudaine et violente de ses proches a été un choc qui a marqué sa vie personnelle et professionnelle. Immédiatement après, Hudson s'est retiré de la scène publique, a annulé ses apparitions et a reporté ses projets. Son chagrin était palpable et la couverture médiatique de l'affaire ajoutait à l'énorme pression qu'elle subissait. Mais la résilience et la force de Hudson sont devenues évidentes à mesure qu'elle reprenait progressivement sa carrière et canalisait sa douleur dans sa musique et ses performances. En 2009, Hudson a fait un retour en force au Super Bowl, où elle a interprété de manière émouvante l'hymne national. Cette performance a été considérée comme un témoignage de son talent et de sa résilience. Plus tard cette année-là, elle sort son 2e album studio, I Remember Me, qui contient des chansons reflétant son parcours à travers le deuil et la guérison. Hudson a également fondé la Julian D. King Gift Foundation en l'honneur de son neveu, Julian King. Cependant, en 2016, Balfour a rompu son silence et a accordé à Chuck Goody d'ABC7 une rare interview depuis l'intérieur du centre correctionnel de Pontiac dans l'Illinois. L'interview, menée avec en toile de fond les imposants murs du Pontiac, a fourni un aperçu effrayant de l'esprit d'un Unilever condamné. Balfour a fermement maintenu son innocence et a nié toute implication dans la mort de Darnell Donnerson, Jason Hudson et Julian King. Septembre, il s'est présenté comme la victime d'un grand complot, affirmant que des preuves avaient été déposées
et que des témoins avaient menti pour garantir sa condamnation. Les paroles de Balfour, prononcées derrière les murs de la prison, ont offert un aperçu puissant de son état d'esprit alors qu'il était aux prises avec l'énormité des crimes dont il était accusé. Je n'ai rien à voir avec cette affaire et je ne sais pas qui a quelque chose à voir avec cette affaire, a-t-il insisté, la voix mêlée de défi et de frustration. Bien qu'il ait affronté la vie derrière les barreaux, il est resté ferme dans son déni de culpabilité. Tout au long de l'interview, l'attitude de Balfour était étonnamment calme, presque distante, comme s'il racontait un événement quotidien plutôt que de discuter de la brutalité de 3 personnes innocentes. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait pendant ses non-vies, il a clamé son innocence et a déclaré que l'affaire était, comme il l'a dit, un triple M à Englewood au domicile de son ex-épouse Julia, la sœur de Hudson. Ses paroles étaient dénuées d'émotion et ne montraient aucun signe de remords ou de regret. Le refus de Balfour d'accepter la responsabilité de ses actes était évident dans ses réponses aux questions approfondies de Goody. Jay a demandé Goody avec insistance. Non, pas une seule fois, répondit Balfour d'un ton inébranlable. Il s'est présenté comme une victime des circonstances, un pion dans un complot plus vaste visant à obtenir sa condamnation. Au fur et à mesure que l'entretien avançait, le récit de Balfour devenait de plus en plus alambiqué et plein d'accusations et de détournements visant à discréditer les accusations portées contre lui. Il a accusé son ex-femme Julia et ses anciens amis d'avoir menti à la barre, des témoins et de se présenter comme la véritable victime de leur tromperie. « Vous vouliez sa mort, n'est-ce pas? » a demandé Goody. « Non, pas du tout, » répondit Balfour. Son déni sonnant creux dans les limites austères des murs de la prison. Malgré des preuves accablantes présentées au tribunal, notamment des relevés de téléphones portables et des résidus de balles, Balfour est resté ferme dans ses protestations d'innocence. Il a affirmé que des preuves avaient été déposées et que des témoins avaient été contraints d'assurer sa condamnation, se présentant comme le bouc émissaire ultime d'une vaste conspiration orchestrée pour obscurcir la vérité. L'un des moments les plus effrayants de l'interview a été celui où Balfour a parlé de Julian King, l'innocent enfant de 7 ans pris entre 2 feux. Balfour a spéculé sur la raison du désalignement de l'enfant et a suggéré que K aurait pu empêcher l'identification. Son insensibilité face à la mort tragique d'un jeune enfant était choquante et révélait un manque inquiétant d'empathie ou de remords. Goody a insisté sur la décision de Balfour de ne pas témoigner devant le tribunal, une décision qu'il a attribuée à son avocat principal. Cela aurait pu être annulé, a souligné Goody. Le refus de Balfour de fournir plus de détails sur la question a ajouté une autre couche de mystère à une affaire déjà confuse. Bien qu'il risquait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, Balfour est resté provoquant et a maintenu ses protestations d'innocence, même si ses appels ont été rejetés à plusieurs reprises. Quelques années plus tard, en 2019, Jennifer Hudson réalise une nouvelle interview avec le journal britannique The Guardian. William Balfour. Balfour a été condamné à 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité pour la fusillade mortelle. Hudson, mère de son fils David, âgé de 10 ans, a déclaré que malgré son chagrin, elle s'efforçait de ne pas abandonner la tragédie de sa propre vie. Dieu merci, a-t-elle déclaré au journal. Je pense que j'attribue cela principalement à Dieu. Outre le fait que le traumatisme va et vient, il est toujours là. Mais c'est la façon dont vous le gérez qui compte. L'ancienne finaliste d'American Idol a ajouté que ses proches décédés auraient voulu qu'elle passe à autre chose et fasse ce qu'ils voulaient que je fasse.